En Israël, les monuments aux morts sont des jeunes arbres. Ceux-ci sont comptés. Il y en a 6 millions parce que 6 millions de Juifs sont morts victimes des persécutions nazies. Et parce qu'elle est située à égale distance de cette forêt des martyrs et du Golgotha, Jérusalem est bien la capitale de la douleur. Et pour que ces deux souffrances, ces deux passions, celle du Christ et celle des Juifs persécutés, soient plus sensibles sans doute, Jérusalem est aujourd'hui coupée en deux. D'un côté la jeune ville en Israël, de l'autre la vieille ville en Jordanie. Une frontière aujourd'hui empêcherait le Christ de passer. Ce clocher, ces sacs de sable sont en Israël. Les soldats jordaniens sont à 30 mètres de là, dans cette maison. Ce frère bénédictin peut s'approcher du cénacle. C'est sous cette coupole à gauche que le Christ prit son dernier repas, mais le mont des Oliviers est de l'autre côté des barbelés, le voici. Le chemin qui y mène est bordé de blocs antichars en béton, et la porte Mandelbaum qui donne sur la Jordanie et le Saint-Sépulcre est en béton. Elle ne risque pas de s'ouvrir. Seule vers le Saint-Sépulcre, une porte étroite laisse passer parfois quelques pèlerins. L'enfance du Christ est plus accessible. Aucune frontière ne barre la route de Nazareth. Là, Monseigneur Hakim, archevêque de Galilée, nous a guidés pour vous. De la terrasse de votre séminaire, Monseigneur, on aperçoit presque tous les lieux saints de Galilée. Voulez-vous nous les indiquer? Eh bien, vous voyez là tout de suite, un peu dans le lointain, le mont Tabor. C'est là qu'a eu lieu la transfiguration de notre Seigneur. C'est là que notre Seigneur a montré sa divinité dans son humanité devant ses apôtres ébahis, Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas? Tout à fait devant vous, vous avez Nazareth, avec les deux souvenirs les plus importants de Nazareth, la synagogue de notre Seigneur, là où, étant enfant, il a été prié, et puis juste à côté, un peu plus bas vers la droite, vous avez le lieu de l'Annonciation, la grotte de l'Annonciation. C'est là que l'ange est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère de Dieu. C'est là qu'elle a exprimé un peu son hésitation parce qu'elle voulait rester vierge, et puis une fois cette objection dissipée par l'ange, elle a accepté d'être la mère de Dieu. Voici la servante du Seigneur, a-t-elle dit, qu'il me soit fait selon votre parole. Oui, Nazareth est une ville arabe. Voyez ces maisons. Elles expriment le christianisme aussi clairement que les lieux saints. Ce sont les Arabes qui les construisent eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais c'est un prêtre catholique qui les a encouragés, décidés à le faire. Si vous voulez, ce prêtre a voulu proposer aux Arabes de Nazareth ce qu'Israël offre aux Juifs du monde entier, une maison et du travail. Ce prêtre est le père Gauthier. Qu'avez-vous fait, mon père, à Nazareth depuis 18 mois? Depuis 18 mois, j'ai commencé par vivre et travailler comme ouvrier avec les ouvriers arabes. Et peu à peu, on s'est aperçu qu'on était dans une très grande misère. On n'avait pas de logement, très mauvais, 7 ou 8 personnes dans une pièce. Et le travail également était très peu sûr, très peu suivi. Alors, il fallait ou bien mourir ensemble, ou bien essayer de s'en sortir. On a pris la deuxième solution qui était préférable, et on s'est groupé, une trentaine d'abord, puis une centaine maintenant. On, c'est-à-dire? Des camarades ouvriers arabes. Arabes chrétiens? Arabes chrétiens, oui, parce que comme je suis prêtre chrétien, ça a été plus facile, les contacts ont été plus faciles, mais actuellement, il y a déjà des contacts avec des musulmans. Par ces temps de Pâques, mon père, maintenant que nous avons vu les lieux saints, que devons-nous faire?
par ce temps de Pâques, bien faire ressusciter l'homme avec le Christ. Et je pense que vous pouvez contribuer à la résurrection de l'homme en montrant qu'il y a non seulement des lieux qui sont saints, mais qu'il y a un peuple qui est saint. Ce peuple qui est saint, c'est toute l'humanité, certes, mais il faut bien prendre le problème par un bout plus restreint pour faire comprendre les choses. Et il y a un peuple saint entre les autres qui est le peuple juif. Parce que si le Christ est né à Bethléem, s'il a vécu à Nazareth, s'il est mort à Jérusalem, ce qui rend ces lieux saints, il est né surtout d'un peuple. La Vierge Marie était juive et le Christ est juif. Et cela, on ne peut pas l'enlever de l'histoire. Le peuple saint, fait de 42 nations, est aujourd'hui dispersé dans Israël comme il s'est autrefois dispersé dans le monde entier. Mais cette fois, ce n'est plus pour fuir qu'il se disperse. C'est pour bâtir. Il y a 10 ans, cette ville n'existait pas. Aujourd'hui, Eilat a 6000 habitants. C'est un des points capitaux de ce pays. C'est ici qu'Israël débouche sur l'Afrique et sur l'Asie. Monsieur Friedman habite cette petite maison de paille là-bas. C'est la plus fraîche, n'est-ce pas? Oui, c'est la plus fraîche, la seule unique fraîche dans le Negev, je crois. C'est une maison presque neuve, elle a 3 ans et demi. Elle a 3 ans et demi, j'ai jamais fait de changement, elle est terriblement costaud. Monsieur Friedman, voulez-vous nous montrer les frontières qui nous entourent ici, devant nous d'abord? Voyez-vous là-bas, en face de vous, vous avez le premier pays arabe. Ça, c'est Aqaba, et ça, c'est la Jordanie. Oui. Où est la frontière? La frontière, suivez la plage ici. Oui. Voyez-vous, vous avez ici 1, 2 bateaux. Ensuite, vous avez le petit pont, un autre bateau. Et ensuite, là, vous voyez 3 petites maisons. Oui. Eh ben, ça, c'est le poste de police. D'accord. Ça, c'est la frontière. Maintenant, vous avez là-bas cette vallée. Les montagnes que vous voyez bas. Ça, c'est le deuxième pays arabe. Ça, c'est l'Arabie Saoudite. Et là, vous avez la mer Rouge. Et à droite de la mer Rouge? À droite de la mer Rouge, vous avez le troisième pays arabe, vous avez l'Égypte, mais on ne peut pas le prendre maintenant parce que nous avons notre port et c'est défendu de prendre des vues du port puisque nous sommes encore toujours en guerre et nous sommes à la frontière. Monsieur Friedman, racontez-moi l'histoire d'Eilat. Voilà, il y a 10 ans, il y a 2 colonnes venant du nord, enfoncées, sans réellement savoir où ils vont. Ils sont arrivés presque sans résistance ici à Eilat. 2 colonnes de soldats? 2 colonnes de soldats. Ils ont planté le drapeau, et on a fait là-bas un camp militaire, et ça y était. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. C'était pas seulement le désert, c'était réellement le néant. Ce n'est plus le néant, c'est encore à peine une ville, c'est déjà une grande communauté. Il y a encore de la place pour les maisons à venir. Vous ne le devineriez pas, c'est une synagogue. Vous le devinez, c'est un café. Avec le développement de port, bientôt, maximum dans 2-3 ans, nous aurons ici le chemin de fer, nous aurons ici les usines, parce que, comme dans le temps du roi Salomon, nous allons importer la matière première, manufacturer ici, sur place, et le renvoyer. Cette ville a 10 ans, mais il y a longtemps qu'un homme avait décidé de la créer. Cet homme est le chef du gouvernement israélien, le président Ben Gourion. Aussi, la première question que je lui ai posée concerne-t-elle Eilat? Je préfère le vrai parce que je ne parle pas le français. Je lis le français. Vous le parlez très bien. Oh, Asseyez-vous, monsieur le président. C'est vous, monsieur le président, qui avez décidé la création d'Eilat, n'est-ce pas? Moi, j'arrivais à Eilat la première fois il y a 35 ans. C'était un complet désert. Seulement 3 jeeps pour la police
avec les inscriptions en anglais, en arabe, en hébreu, la police palestinienne. Et j'ai dit à moi-même, ici sera l'Eilat, la première porte de notre peuple dans le temps du roi Salomon. Il y a un peu plus de 50 ans que vous êtes arrivé en Israël, Monsieur le Président. Quand vous pensez à ces premières années, à votre arrivée même, quels sont les faits ou les sentiments dont vous avez gardé le souvenir le plus vif? Il y a 52 ans que je suis dans ce pays. Je suis arrivé à Jaffa. Jaffa était alors un petit bourg aux ruelles étroites où ne vivait qu'un petit nombre de Juifs dispersés parmi les Arabes. Ce n'était pas le pays auquel j'aspirais. J'en suis reparti le jour même. À pied, je suis allé jusqu'au premier village que nous avions créé dans ce pays, Petar Tikva. Là, j'ai trouvé ce dont j'avais toujours rêvé. Des vignes et des orangeries, des Juifs travaillant la terre et parlant hébreu. Je restais là pendant 1 an, je travaillais dans les orangeries. J'avais la vie que j'avais voulu. Je me sentais heureux. Vous avez souvent déclaré que vous étiez prêt à rencontrer n'importe quel chef arabe. Que lui diriez-vous si cette rencontre avait lieu? Je suis toujours prêt à les rencontrer. Et si je les rencontre, je leur dirai que la querelle qui nous sépare nous nuit à tous les deux. Peut-être même plus à eux qu'à nous. Car nous édifions notre pays malgré ce fardeau, tandis qu'eux, ils consacrent la plus grande partie de leurs revenus à l'achat d'armement pendant que leur peuple continue de vivre dans le dénuement. Je leur dirai aussi, nous avons tout à gagner, non seulement à faire la paix, mais aussi à ce que chacun donne à l'autre ce qui lui manque. Nous avons tout à gagner à une coopération sur le plan économique, politique et culturel. Monsieur le Président, lorsque vous regardez la carte d'Israël, êtes-vous inquiet? Quand je regarde la carte d'Israël, ce ne sont pas les pays d'alentour qui m'inquiètent. Ce qui m'inquiète, c'est de voir que le désert occupe encore une grande partie de notre pays, le Negev et le Sud. Notre objectif principal est de peupler ces régions qui sont désertiques, en partie parce qu'elles ont été abandonnées par les hommes, en partie parce qu'elles ont été ainsi faites par le Créateur. Et nous pensons être capables de parachever d'ici 10 ou 20 ans ce que le bon Dieu n'a pas eu le temps de terminer. Le désert, il n'est pas difficile de le trouver en Israël, dans le sud, dans le Negev, sur les frontières. À la frontière égyptienne, près de Gaza, les soldats que nous avons rencontrés appartenaient au kibbutz des Nachlocha ou d'Erez, qui se trouve à 2 kilomètres de là. Ces soldats, pionniers, nous les avons interrogés. 3 d'entre eux parlaient français. Le 3e nous rejoindra. C'est un Parisien. Simon Hayon, vous êtes en Israël depuis 4 ans. Ouais. Hein? Vous étiez au Maroc avant. Ouais. Et vous, Isaac Rosillo, vous étiez au Maroc aussi, également. Vous êtes en Israël depuis 3 ans. Comment avez-vous décidé, quand, pourquoi avez-vous décidé de partir pour Israël? C'est-à-dire que nous avons eu l'occasion de rencontrer des camarades qui avaient cette idée de monter en Israël et de fonder un kibbutz. Maintenant, vous êtes militaire, mais bientôt vous serez, je pense, rendu à la vie civile, à la vie du kibbutz. Où allez-vous aller? Nous pensons compléter Nachlocha. Pardon? Nous pensons aller à Nachlocha pour retrouver nos camarades qui sont déjà là-bas. Vous aussi? Oui. C'est un kibbutz d'agriculteurs. Exactement. Et vous pensez rester longtemps dans ce kibbutz?
C'est-à-dire que nous avons décidé d'y rester pour de bon. Pour de bon, c'est-à-dire pour toujours? Pour toujours. Toute la vie? Oui, espérons. Vous aussi? Saint-Michel. Votre Raymond ne devrait pas être bien long. Oui, on pense que ça va bien. Salut. Oui, Raymond est en tenue de quoi? De berger? je viens tout droit du boulot, alors j'ai pas le temps de faire de... C'était quoi le boulot aujourd'hui? Ah, les moutons, toujours. C'est toujours les moutons? Toujours les moutons. Tout le temps. Raymond Partner, vous avez quitté Paris, vous, pour Israël, il y a... 3 ans. 3 ans aussi. Je peux vous demander pourquoi? Ah ben oui, bien sûr. Je suis là pour ça. Oui. C'est un peu difficile, mais enfin, en quelques mots, il me semblait que pour... Enfin, Camus, Sartre et Breton, c'est bien joli, mais enfin, il manquait quelque chose. Surtout pour un jeune. Et en France, l'horizon me semblait un peu bouché. Enfin, j'ai même beaucoup de copains qui avaient cette opinion. Enfin, la différence, c'est qu'eux sont restés, et moi, j'ai foutu le camp. L'horizon semblait bouché, c'est-à-dire, vous ne saviez pas quoi faire? Oui, c'est un peu ça. Vous m'avez dit tout à l'heure, on va à l'école, on va au lycée, on va à l'université, puis après on prend le boulot de papa. Et puis on recommence après. Oui. Si vous n'étiez pas parti pour Israël, J'aurais fait ça. si vous étiez à Paris, qu'est-ce que vous feriez? J'aurais été travailler avec papa. C'est-à-dire? Je vais vous demander ce qu'il fait, votre papa? Mon père, il a tout un business à lui, là. Enfin, c'est pas très intéressant. Ça vous intéressait pas? Non, pas du tout. Non. Je voudrais vous poser la même question à tous les trois. Qu'est-ce que vous souhaitez en ce moment? Moi j'espère pouvoir m'intégrer de la façon la plus rapide, la plus facile. Et tout, comme je vous l'ai dit, tout en essayant de résoudre mes propres problèmes et de faire face à toutes nos difficultés. De vous intégrer complètement à Israël? Ouais. Vous aussi? Je crois que Raymond a répondu pour nous. C'est exactement le même problème pour tous les gens qui viennent du dehors. Avec des gens du dehors, faire du désert un pays peuplé.